Alors bonsoir, Jean derrière le projecteur. Bonsoir. Bienvenue à cette deuxième conférence du cycle Instance radicale, action et sujet. Donc ce soir, on accueille Jean-Bruno Chartrand du département d'anthropologie, donc au doctorat, qui vient nous donner une conférence qui s'intitule Entre lamentation et manifestation, l'expression radicale des émotions. Donc la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc voilà, oui, je suis candidat au doctorat en anthropologie. Merci pour l'invitation. Toujours intéressant de pouvoir partager les résultats de certaines réflexions avec des gens de plusieurs autres disciplines pour avoir des commentaires qui permettent des fois de nous amener sur des nouvelles pistes. Donc la présentation que je vais faire ce soir est fortement inspirée de mes recherches au doctorat. Je travaille sur les champs de lamentation rituels au Brésil. Évidemment, au moment où j'ai eu l'annonce de la conférence sur le radical, on était en plein dans les manifestations étudiantes. Et donc, j'ai cru bon de vouloir lier les deux thèmes m'intéressant au rituel. Et donc, je vais fournir une réflexion ce soir sur ce que représente le radical à l'intérieur des pratiques rituelles et à l'intérieur de l'expression des émotions. Donc, le plan de la présentation va être comme suit. Tout d'abord, qu'est-ce que le radical? Comment l'aborder dans une présentation sur le rituel? Je vais le faire à travers l'exploration de deux contextes rituels. Premièrement, la lamentation rituelle. Je vais passer un peu plus de temps, parce que je considère que c'est une pratique qu'on connaît un peu moins. Je vais donner quelques pistes de réflexion par rapport à la manifestation, un autre contexte rituel sur lequel je travaille depuis peu de temps, donc c'est encore un work in progress. Donc je vais analyser comparativement les deux contextes en portant une attention particulière à l'expression émotive. Et puis, en dernier lieu, donc, je vais ramener l'idée de radical à la lumière des contextes que je vais avoir. Donc le radical, qu'est-ce que c'est? Bon, tout d'abord, le radical semble avoir un sens surtout politique ou lié à des mouvements politico-religieux. Pour relever certains exemples, on a la gauche radicale, l'islamisme radical, le radical socialisme. On semble être lié à une idéologie. Le Larousse 2012 fournit aussi des définitions suivantes, donc qui présentent un caractère absolu, total ou définitif. Par exemple, une transformation radicale des institutions. Ou encore se dit d'un genre d'action ou de moyens très énergiques, très efficaces, dont on use pour combattre quelque chose, par exemple une action radicale contre la fraude. Donc, ces définitions situent beaucoup le radical à l'intérieur du monde politique et étant chercheur en sciences sociales, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on dit du radical à l'intérieur de la sociologie et de l'anthropologie? Ben, c'est un terme qui est parfois utilisé, mais pas ou peu conceptualisé. Donc, d'emblée, je désire aborder le radical en le comprenant comme quelque chose qui transgresse, dépasse, réforme, va à l'extrême de. Et bien que le radical peut souvent avoir un sens plutôt péjoratif, si on considère qu'il s'agit d'une extrême, et que les extrêmes sont souvent peu souhaitables, je vais essayer de comprendre le radical à travers un sens un peu plus positif dans ma présentation. Donc, je vais surtout m'attarder à comprendre le radical à l'intérieur de faits sociaux et à l'intérieur de rituels, et non pas à l'intérieur d'idéologies de mouvements, par exemple. Donc, je ne vais pas trop m'attarder à comprendre, par exemple, qu'est-ce que signifierait le radical pour un groupe néo-nazi, etc. Donc, le premier contexte rituel qui a fait l'objet de mes recherches à la maîtrise et que je poursuis au doctorat, c'est le chant de lamentation. Donc, le chant de lamentation, c'est une pratique très, très ancienne. On n'a qu'à penser aux pleureuses grecques et très répandue à travers le monde. James Wells a d'ailleurs écrit un ouvrage complet sur la lamentation rituelle. Où il documente entre autres les chants de lamentation bila au Bangladesh, mais documente plusieurs autres cas de lamentation rituelle, dont plusieurs exemples qui proviennent du Brésil, mon terrain de recherche. Donc, j'ai mentionné les pleureuses grecques, mais les exemples sont nombreux. Il y a les chants funéraires géorgiens documentés par Hugo Zen. Il y a les lamentations chiites, souvent accompagnées d'autoflagellation. Et
ben, on peut penser aussi aux lamentations qui ont suivi la mort de Kim Jong-il, qui ont donné des exemples d'analyse intéressants sur la performance rituelle de la lamentation. Comme je l'ai mentionné, il s'agit aussi d'une pratique très répandue au Brésil et documentée par plusieurs chercheurs. Je mentionne ici plusieurs chercheurs qui ont travaillé près du terrain où je travaille présentement. Et de plus, c'est une pratique qui est propre au peuple de langue G, une famille de langues très très répandue à travers le Brésil, et je travaille avec une communauté de langue G. Cette communauté, c'est les Xikrin Mebendokre. Le Mebendokre est donc la langue qu'ils parlent, et il existe deux groupes qui parlent le Mebendokre, les Xikrin avec lesquels je travaille, et les Kayapo, qui sont un peu plus connus parce qu'ils ont ils ont eu plusieurs mouvements de résistance contre la construction de barrages hydroélectriques. Ils ont été beaucoup documentés par Terence Turner, qui était sur la diapositive précédente, qui a réalisé d'ailleurs tout un film sur eux. Je vais vous présenter un extrait par la suite. Donc, ils sont situés dans le sud-est de l'État du Pará, qui se retrouve à être la pointe nord-est de l'Amazon. Donc, sur la carte ici, c'est dans ce qui est en vert, c'est dans le coin droit inférieur. Le Mebendokre signifie les gens du trou entre les rivières. Selon l'informateur, il faut comprendre donc le lieu d'origine entre le Tocantins et l'Araguaia. Peut-être pas bien le voir sur la carte. Mais bon, c'est entre la rivière Araguaia et le Tocantins qui est juste à l'extérieur de la zone verte. Et au 19e siècle, lorsque les colonisateurs du Brésilien se sont amenés sur le territoire, ben, les groupes Mebendokre se sont dirigés de plus en plus vers le sud de la province et occupent en ce moment cette région. C'est une langue qui est parlée par 10 000 locuteurs, beaucoup plus de locuteurs qu'il y a 20 ans, alors que c'était une langue qui, selon l'UNESCO, était en danger. Et à travers, entre autres, les travaux de Terence Turner, les travaux de revitalisation de la langue, c'est une langue qui aujourd'hui est une des plus parlées de cette partie de l'Amazon. Donc, les données et le terrain de recherche que j'ai effectué datent de 2011, dans le village de Jujeco, un village qui regroupe environ 250 habitants. Lorsque je m'étais dirigé sur ce terrain en 2011, le but de mes recherches était de travailler à la documentation de la langue Mebendokre, mais aussi de travailler à l'enregistrement et à la réalisation d'entrevues sur des pratiques traditionnelles. Donc, je ne connaissais pas vraiment le champ de lamentation avant de m'y diriger. Et c'est à l'occasion des premières journées que j'ai passées dans le village que je suis entré en contact avec la pratique du chant de lamentation et que j'ai été frappé par deux choses. Premièrement, par la puissance de la pratique, et je vais essayer d'en traduire quelques-uns des éléments ce soir, et aussi par l'importance fondamentale qu'elle semblait avoir pour les membres de la communauté. Donc, les données que j'ai récoltées et que je vais présenter ici proviennent surtout de rencontres informelles et semi-dirigées, ainsi que de ma participation aux cérémonies et aux différents rituels. Donc, on pourrait qualifier ma méthodologie de collecte de données comme étant avant tout une participation observante. Donc, quelques constats sur la lamentation rituelle. Premièrement, elle est pratiquée uniquement par les femmes, souvent les plus âgées. Elle est presque toujours réalisée de manière collective, bien qu'il existe des cas où c'est pas la norme. Et l'exemple que je vais présenter du film de Terence Turner en est un exemple. Elle est généralement performée autour d'un décès, avant un départ prolongé ou au retour d'un long voyage. Lee mentionnait aussi des cas liés à des maladies importantes ou à des catastrophes naturelles. Bref, des éléments qui généralement sont vus comme étant négatifs. Elle est parfois accompagnée d'autoflagellation. Chez les Kayapo seulement, personnellement, je n'ai pas documenté ce type de pratique chez les Xikrin, et c'est une pratique qui, même chez les Kayapo, semble de moins en moins en vogue. Et il y a l'utilisation d'une langue ritualisée. Donc, ce n'est pas la langue parlée qui est utilisée dans la pratique, c'est une langue qui utilise premièrement des termes très différents de ceux qui sont utilisés dans la vie de tous les jours, et qui aussi utilise des répétitions qui marquent une certaine rythmique qui permettent donc aux autres femmes de se joindre au chant. Elle est aussi pratiquée comme un monologue, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'établir un dialogue avec la personne pour laquelle on se lamente, mais plutôt d'exprimer individuellement quelque chose. Et enfin, il y a l'importance de ce que Roman Jakobson appelait la fonction fatigue, c'est-à-dire interpeller les membres d'un groupe à se joindre sans les appeler directement. Donc, à travers la pratique comme telle, on invite à venir se joindre au chant de lamentation.
Donc, un premier exemple, et je l'avais ici, mais j'ai une meilleure résolution ici, je crois. Provient du film Le Kayapo de Terence Turner, réalisé en 87. C'est un exemple très court. Le chant de lamentation performé de façon individuelle lorsque le mari de la femme qui pratique le chant revient d'un long voyage à l'étranger. Noritiri has a serious problem. There are rumors that the government want to build a hydroelectric scheme that could flood huge areas of Kayapo land. Ça, c'est le chant. Chief Totoi's wife, keening in the customary Kayapo greeting over Kumei, her returning son. The wailing expresses the sadness she felt while he was away. Donc, un premier exemple d'entrée en matière ici. C'est intéressant la lamentation rituelle parce qu'elle est avant tout une performance. Donc, le pleur ritualisé que l'on entend, bon, évidemment, il est associé à une émotion particulière, mais souvent, l'expression qui accompagne le chant de lamentation peut être exagérée, et parfois même, donc, comme s'il s'agit d'une invitation à venir se joindre au chant, certaines femmes peuvent se joindre sans même pleurer. Hein. Donc, elles peuvent même improviser le pleur, c'est-à-dire qu'elles vont faire semblant de verser des larmes. Plus près de mon terrain de recherche, lorsque je suis arrivé à mon terrain en 2011, j'ai été frappé premièrement par l'absence d'hommes dans le village. Et donc j'ai demandé où étaient tous les hommes. Et on m'a dit qu'ils sont partis à la grande chasse qui est réalisée chaque année et qui dure généralement 2 mois. Cette année-là, elle était seulement d'1 mois. Et qu'ils préparaient un retour imminent dans les journées qui suivaient. Il fallait absolument que je sois là parce que c'était très impressionnant. Et donc, comme de fait, pas seulement quelques jours plus tard, mais même 1 semaine plus tard, il y avait une rumeur au village qui circulait que les hommes allaient amorcer leur rentrée triomphale. Et donc, quelques heures plus tard, les hommes se sont rentrés dans le village avec d'immenses colonnes de tortues et en chantant un chant qui ressemblait à un chant de victoire. Et ce qui a surtout attiré mon attention à ce moment-là, c'est un petit groupe de femmes qui s'étaient réunies un peu à l'écart et qui ont commencé à se lamenter, mais d'une façon assez particulière. Ils commençaient à pleurer de façon très rythmée, en s'accotant les unes sur les autres, en se frappant le haut de la tête, donc en essayant finalement d'expulser un sentiment très fort de manque pour les maris, les jeunes aussi, les enfants qui avaient quitté pour la chasse. Et puis, j'ai enregistré un peu à ce moment-là, mais avec le chant des hommes, c'était un peu difficile d'isoler le chant. J'allais voir une des femmes que j'ai vu performer, qui me semblait sympathique le lendemain. Puis je lui ai demandé de m'expliquer un peu d'où ça venait. Puis elle m'a dit qu'elle allait m'enseigner à faire le chant, finalement, même si j'étais un... Donc, l'exemple que je présente ici, c'est elle qui me performe le chant et qui par la suite m'explique en Mbendokre ce qu'elle venait de dire. Donc, vous allez voir, ça se déroule en 2 temps, même si c'est en Mbendokre. Donc là, elle va m'expliquer ce qu'elle vient de chanter, voyant que j'avais pas vraiment compris.
C'est drôle parce que quand elle me répète le chant, elle se met presque à chanter, mais elle ne mentionne pas les mêmes termes et elle n'utilise pas les répétitions. Donc, j'ai donné juste un petit exemple du chant qu'elle m'a performé. Donc, pour montrer la différence entre les termes utilisés avec les répétitions aussi qui sont présentes, qui marquent la rythmique. Rythmique qui forme un peu la fonction poétique du chant de lamentation. Poétique qui permet donc aux autres femmes de pouvoir marquer une rythmique, parce que le chant est improvisé aussi. Donc, il n'est pas appris. Souvent, les phrases qu'elle va répéter sont un peu les mêmes. Donc, quand elle se lamente, donc dans l'exemple que j'ai donné ici, elle dit « Mon fils, dans l'endroit où j'étais, je m'ennuyais de toi, moi aussi. La pluie tombait, le tonnerre était près de moi, je m'ennuyais de toi, mon fils. » Et puis, elle poursuit par la suite. « Pourquoi est-ce que tu as quitté le village? Pourquoi tu nous as laissés seuls? » Etc. Et souvent, elle va même recommencer, elle va répéter les mêmes choses. Donc, il y a vraiment la portée monologue du chant ici. Donc, le deuxième contexte que je vais présenter, et ensuite je vais passer une analyse des deux contextes, c'est la manifestation. Donc, c'est une pratique beaucoup moins ancienne que le chant de lamentation, mais qui a pris beaucoup d'importance au cours des 2 derniers siècles, entre autres. Donc, une pratique qui prend beaucoup de place à partir du milieu du 19e siècle, et en particulier à travers les grandes révolutions. Et à l'époque, donc, il y avait une opposition entre, d'une part, le libéralisme prôné par l'intelligentsia, les étudiants qui faisaient donc le plus grand individualisme, et d'une autre part, les paysans et les ouvriers qui, eux, voulaient un radicalisme, donc un changement plus fondamental des institutions. Par la suite, les régimes qui vont suivre, donc les régimes en crise, vont utiliser la rue, qui va devenir un enjeu de lutte révolutionnaire et même de la gestion des crises politiques. Donc la manifestation va s'imposer peu à peu comme moyen d'action pour les groupes contestataires. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, la manifestation est un rite institutionnalisé, c'est-à-dire régi par des lois. Et je crois que dans les manifestations étudiantes qu'on a vues ici au Québec, on a de bons exemples, entre autres la création de la loi 78, qui est une manière d'institutionnaliser le rite. Pascal Lardelier, qui lui a travaillé sur les nouveaux rites, mentionne, en parlant du passage du 20e au 21e siècle, le tournant des siècles est caractérisé par une radicalisation des modes d'expression et d'action collective. Donc la manifestation, d'une certaine façon, semble souvent être considérée comme un rite d'initiation à l'engagement politique. C'est-à-dire que plusieurs personnes qui vont participer à leur première manif vont avoir la piqûre et vont par la suite décider de s'engager dans d'autres manifs ou encore de façon politique, à l'intérieur par exemple de leur association étudiante. Filiel et Tartakovsky ont fourni aussi une étude sur la manifestation très intéressante. Ils mentionnent que depuis 2002, et leur étude est surtout basée en Europe, la manifestation se situe au même rang que la grève dans la hiérarchie des moyens d'action. Donc, tout ça semble indiquer que la manifestation a pris plusieurs formes, en très peu de temps. C'est très diversifié, et c'est même peut-être radicalisé. D'une part, par les moyens d'action qui sont prônés, et par le fait que la manifestation peut souvent devenir très intense. J'ai mentionné ici révolte, émeute. Donc, ici, l'émeute ne naît pas d'elle-même, c'est souvent une manifestation qui évolue et qui dégénère. Je voulais aussi me poser la question de savoir si la manifestation est un rite qui s'actualisait. Donc ici, ça serait de comprendre la manifestation comme étant un nouveau mouvement social qui cherche d'une certaine façon à se rappeler et à garder en mémoire les événements passés. Donc ce serait l'aspect commémoratif de la manifestation. Il s'agit aussi d'un moyen d'expression qui vient court-circuiter les canaux traditionnels, c'est-à-dire qui marque de façon symbolique que la communication avec, par exemple, un gouvernement est déficiente et qui décide de façon symbolique de prendre la rue pour marquer cela. Donc, j'ai mentionné en introduction qu'il s'agit toujours d'un work in progress, mais les données récoltées proviennent surtout de ma participation aux manifestations qui ont eu lieu de février à août dernier, ainsi qu'une littérature abondante. Il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie pour voir la quantité de livres qui ont été écrits sur la manifestation en très peu de temps. Donc, j'aborde, comme
la lamentation rituelle une approche ethnographique ainsi que psychosociologique, c'est-à-dire dans les manifestations collectives, pour prendre le terme de Goffman, la psychologie des participants. Cependant, avoir une approche ethnographique à l'intérieur de la manifestation peut poser certains problèmes. Pour reprendre Pierre Favre, les études ethnographiques portant sur la manifestation démontrent la difficulté à récolter de manière effective des données. C'est-à-dire que la quantité de personnes qui sont souvent présentes à l'intérieur de la manifestation peuvent rendre très difficile la collecte de données et son analyse subséquente. C'est une des raisons pour laquelle les approches anthropologiques ont été délaissées, donc l'ethnographie à l'intérieur du corps manifestant ont été délaissées, mais je tente tout de même la chose. Donc un petit exemple d'une manifestation, un très court exemple qui me semblait à propos. J'ai indiqué qu'en faire, c'est dire. Ici, j'aimerais attirer l'attention tout d'abord sur le slogan qui est scandé, qui illustre, à mon sens, une propriété fondamentale du rituel de manifestation. Et d'autre part, sur donc, le corps manifestant, donc les individus qui sont orientés, qui crient ensemble, qui essaient de faire du bruit, voire de déranger. Le fameux crions plus fort pour que personne ne nous ignore, donc crier, faire du bruit, déranger, donc manifester sa présence en opposition à un autre élément, donc la manifestation comme une forme de contestation et de protestation. Donc passons un peu à l'analyse des éléments essentiels qui permettent de comprendre ces deux pratiques rituelles. Je m'inspire ici d'un schéma qui avait été développé par Delheim en 1972, qui travaillait sur des traditions orales, donc des performances de traditions orales, et qui dressait certaines pistes. Ici, j'ai spécifié certaines des pistes qu'il indiquait afin de pouvoir centrer l'attention sur certains éléments qui me semblent essentiels. Donc, d'une part, le contexte et les motivations. Par la suite, l'effervescence collective, pour reprendre l'expression d'Émile Durkheim. J'ai ensuite parlé du besoin communicatif dans les deux pratiques, la place des émotions. Enfin, est-ce qu'il s'agit de pratiques stigmatisées, voire réprimées? Et où se situe le radical là-dessus. Donc les contextes et les motivations, donc j'ai divisé à gauche le champ de lamentation et la manifestation vers la droite. Donc d'un côté, le champ de lamentation s'articule autour d'un deuil, un départ prolongé, une maladie importante, des éléments assez négatifs dans la vie des individus. D'un côté, la manifestation doit plutôt être compris, je crois, comme étant un rite de revendication, de contestation, qui est lié aussi à une émotion particulière, qui, elle, vient de l'injustice, de l'indignation. Donc, le champ de lamentation est motivé par la volonté d'exprimer une émotion et de la partager socialement. Les motivations du côté de la manifestation sont surtout d'ordre social et politique, mais sont aussi exprimées à travers l'expression d'un désaccord, à travers une expression individuelle et la volonté de la communiquer. Le prochain élément donc, qui suit, c'est l'effervescence collective. Durkheim mentionnait le rite permet d'abord au groupe de s'assembler, de célébrer. Donc dans les deux cas, on a vraiment l'importance du collectif. D'un côté, on a l'action collective des femmes qui vont donc chanter ensemble et qui vont se lancer l'invitation. Il suffit qu'une femme commence à entamer le chant de lamentation à l'intérieur du village pour que d'autres femmes viennent se joindre à elle. Vanessa Lee, qui a documenté la pratique d'ailleurs, mentionne « It is always the women who cry together, each for her own deceased ». Donc il y a l'idée ici de collectivité, donc de femmes qui chantent ensemble, mais pour des raisons qui sont personnelles. Pourtant, tout ça s'articule autour d'un sentiment commun. Par exemple, si une femme entame un chant sur le deuil d'un de ses enfants, ce chant-là va faire écho auprès des autres femmes, soit parce qu'elles vivent dans le moment présent un sentiment similaire, ou encore parce qu'elles ont vécu quelque chose dans le passé, et donc vont se remémorer l'émotion qu'elles avaient vécue alors, et donc vont joindre leur voix comme support, premièrement, et aussi pour exprimer l'émotion qui est encore présente en elles. Du côté de la manifestation, je mentionne que le groupe de manifestants doit souvent faire corps. Donc, l'idée de corps manifestant est importante.
Donc, d'une part, il y a le corps biologique, le corps individuel des gens qui se joignent à la manifestation. Il y a le corps social, donc cette collectivité. Et il y a le corps politique, pour reprendre l'expression de Michel Foucault. Et le corps politique et le corps social entrent dans une sorte d'opposition. Le corps politique qui n'est pas présent à l'intérieur du champ de lamentation. Ensuite, les manifestants sont aussi guidés par une revendication commune et ont le sentiment d'appartenance collective à la lutte qu'ils mènent. Donc, la volonté de descendre dans la rue est souvent guidée par des convictions personnelles. Et ces convictions vont être partagées au sein du corps manifestant. Ce qui m'amène à sans doute l'élément qui me semble le plus important dans cette analyse, c'est le besoin communicatif. Donc, dans tous les cas, dans les deux cas, on peut comprendre les deux pratiques comme étant des performances orales. Donc, le chant de lamentation est une performance orale, même que c'est une communauté de tradition orale. Il n'existe, à proprement parler, pas de système d'écriture chez les Chicrines. Il faut comprendre aussi le rituel comme étant un paralangage, pour reprendre Lévi-Strauss. C'est-à-dire que le contenu de ce que l'on mentionne, le contenu référentiel, n'a aucune portée. Finalement, on improvise un discours. D'un chant à l'autre, on va souvent répéter la même chose. C'est la pratique dans son essence, c'est la pratique dans sa totalité, qui représente un paralangage. Les mouvements des corps, par exemple. Même la structure du village, de façon circulaire, témoigne de cette volonté de pouvoir partager et de communiquer. Enfin, j'ai rappelé l'idée ici de pratique comme monologue, donc qui est dirigée pour quelqu'un, mais de laquelle on n'attend pas de réponse. Du côté de la manifestation, on a l'idée que descendre dans la rue sert à se faire entendre. Donc c'est encore une fois de marquer symboliquement cette absence d'interlocuteur. Quoique le rituel de manifestation va quand même chercher à créer une certaine écoute à travers cette symbolique. Donc il y a l'importance de faire du bruit, de scander des slogans, de crier, chanter, bref, d'une certaine façon de déranger. Aussi dans les manifs, on va souvent voir des gens vêtus de façon excentrique, des symboles arborés, des couleurs qui vont être prônées. Donc, en ce sens-là, la manifestation peut être comprise comme un rite de communication. Pratique réprimée stigmatisée. Je crois qu'il faut comprendre le chant de lamentation comme étant une pratique plus stigmatisée et la manifestation comme étant beaucoup plus réprimée. Donc, du côté du chant de lamentation, certains éléments de la pratique traditionnelle ont aujourd'hui disparu ou sont en voie de l'être. L'autoflagellation, par exemple, décrite par Lee en 2004, est plus documentée aujourd'hui et n'a pas été pratiquée par les Chicrines depuis très longtemps. La pratique, comme telle, est souvent mal perçue dans son essence, selon Wells, qui mentionne que même au Bangladesh, plusieurs femmes qui performent les chants de lamentation le font de moins en moins ou encore le font en privé, parce que la pratique est mal vue de la part de l'extérieur. Du côté de la manifestation, je crois qu'on peut considérer le rite comme étant aujourd'hui institutionnalisé parce que régi par certaines lois, parce que contrôlé. Donc pour reprendre Filiol, on gardera à l'esprit que la manifestation, comme toute forme d'action protestateur, demeure de fait un rapport non contractuel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui établit la légitimité de certaines particularités de la manifestation. Bien que ce soit un droit, il n'y a rien qui dit que la manifestation doit se dérouler de telle façon, et donc elle est sujette à être contrôlée, voire réprimée, et même de façon violente. Donc, je mentionnais, est-ce que cette stigmatisation et cette pratique de la manifestation comme étant réprimée le sont parce que ce sont des pratiques qui dérangent? Est-ce que c'est parce que c'est des pratiques qui dérangent? Et si c'est des pratiques qui dérangent, pourquoi elles sont-elles? Ben, je crois qu'elles sont dérangeantes, potentiellement dérangeantes, à cause de la place des émotions. Donc, d'une part, le chant de lamentation est un rite cathartique. Il permet une expression d'une émotion individuelle, souvent très chargée, liée à un deuil, une absence, et qui est vécue collectivement. Donc, il y a l'idée ici de contagion. On lance une invitation à travers la pratique, mais c'est aussi le sentiment qui est exprimé, l'émotion qui est présente, qui va permettre aux autres femmes de venir se joindre et de permettre au chant de devenir très intense. C'est une sorte de communitas émotionnel, pour reprendre les termes de Victor Tenu. Du côté de la manifestation, on a aussi la présence d'une catharsis collective qui est réalisée, elle, par des sentiments collectifs, par des positions qui sont partagées par les membres du corps manifestant. Ces positions peuvent devenir très intenses aussi. Donc, il
faut penser, par exemple, à des manifestations regroupant des centaines de milliers de personnes, et pour reprendre une expression de Filleul, avoir un frisson dans le dos. Donc, un sentiment d'appartenance à une immense collectivité. Et les cris, les chants peuvent aussi devenir très intenses et provoquer une catharsis émotionnelle. À titre d'exemple, dans les manifestations qu'il y avait à Bilbao, le chemin de la manifestation était souvent fait de façon à ce que les manifestants montent dans la ville, de façon à avoir une vue sur les restes des manifestants et sur toute la ville. Donc un sentiment d'une part d'immensité, mais aussi d'emprise. Donc il y a la présence de cette communion de sens, de complémentarité aussi à l'intérieur de la manifestation. Donc, je mentionnais vers le bas que l'on passe de l'individuel. Tout d'abord, on descend dans la rue, performe le chant de lamentation sur une base individuelle, parce qu'on a des pensées politiques qui s'agencent avec la manifestation, ou encore parce que le chant de lamentation qui est performé fait écho en nous. Vers le collectif, on se joint de façon collective et donc on bonifie l'expression collective, et tout ça se retourne vers l'individu. Il semble y avoir une portée presque thérapeutique des pratiques de catharsis collective. Donc en ce sens, je parle de performance émotionnelle. Donc les deux rites, en mon sens, peuvent être analysés comme des performances théâtrales d'expression émotive. Pour reprendre Goffman et son paradigme du théâtre, il mentionnait que « all social interaction is staged », c'est-à-dire que toutes les actions de la vie quotidienne sont jouées. C'est comme si, dans la vie de tous les jours, on se situait dans un théâtre. Victor Turner a repris cette conception du paradigme théâtral et a dit, ben, si dans la vie de tous les jours, on est dans un théâtre, donc toutes les interactions sociales sont jouées, donc on a des rôles, on a des statuts, et le rituel est là, finalement, comme une sorte de métathéâtre. Il est là pour agir sur les rôles et les statuts de la vie quotidienne. Il est là pour agir sur ces rôles lorsqu'on est en situation de stress. Un stress qui, d'une part, pour le champ de lamentation, peut être créé par la mort d'un individu, par exemple, ou dans la manifestation, afin de manifester de façon symbolique la sens d'interlocuteur. Donc, c'est de vouloir replacer le continu dans la discontinuité, qui sert à agir sur une émotion qui est individuelle à la base, mais qui est vécue de façon collective. Et cette émotion-là, je la qualifie de radicale. Je la qualifie de radicale parce qu'elle sort des normes de ce théâtre dont parle Goffman. Elle sort des normes, des interactions sociales de la vie de tous les jours. L'émotion qui est ressentie à l'intérieur du rituel dépasse de loin les émotions qui vont être exprimées de façon individuelle, voire collective, lorsque l'on n'est pas à l'intérieur du rituel. Ça ne veut pas dire que les individus ne ressentent pas ces émotions, mais seulement qu'elles sont performées alors. Si je mentionnais donc, est-ce que l'émotion, c'est le moteur du rituel? Est-ce que c'est l'émotion qui crée l'entrée en période rituelle? C'est-à-dire que le rituel va chercher à pallier, par exemple, aux besoins d'expression émotive ou encore aux besoins de partage et de communion autour d'un sentiment. Mais là, on retrouve un vieux débat entre Lévi-Strauss et Victor Turner sur lequel je ne vais pas m'étirer ce soir, mais il semble que le rituel est bel et bien comme but d'agir sur l'émotion qui crée cette situation de stress et cette discontinuité. Le radical, donc. Je proposais en introduction de comprendre le radical comme quelque chose qui dépasse, transgresse et même transforme. Donc les deux rites que j'ai décidé d'analyser cherchent à remplir ces fonctions à travers une expression émotive. Cette expression émotive, je la qualifie de radicale lorsque l'on compare le rituel aux interactions sociales de la vie de tous les jours. Donc, le rituel est là pour permettre cette performance émotionnelle qui, en mon sens, peut être qualifiée de radicale. Donc, le sens du radical est donné par les émotions qui guident le fait social et qui répondent donc à ces éléments qui dépassent, transgressent et transforment. Mais le radical doit aussi être compris à travers le fait qu'il dérange. Il dérange parce que, encore une fois, on se situe à l'extérieur des normes des interactions sociales et des émotions qui sont exprimées et qui, donc, pour les cas que j'ai présentés, peuvent mettre en scène la stigmatisation ou encore des pratiques qui sont un peu plus réprimées. Donc, repenser le radical. Je crois bien que le radical s'applique beaucoup plus à la politique, par exemple, comprendre le radical doit nécessairement être fait à travers les effets qu'il a. Donc, si le radical a avant tout une explication, une définition politique, il a ici surtout une réalisation émotionnelle lorsqu'on se situe à l'intérieur du rituel. Donc, si le radical est vu comme un extrême et que les extrêmes sont mauvais,
peut-être faut-il aussi comprendre le radical à travers sa capacité à libérer, rassembler, changer un individu, une collectivité, à travers, bien sûr, la présence des émotions dans le rite. Donc, ce que je voulais présenter ce soir, c'est loin d'être un débat épistémologique sur le thème du radical. Je crois que les étudiants de littérature sont plus à même de le faire. Mais ce serait plutôt de donner une vision du radical dans les sciences sociales à travers l'examen de faits sociaux et notamment de l'examen de rituels. Un des arguments principaux que je soutiens, c'est de dire que le rite est lié aux émotions et que le rituel existe d'une certaine façon pour pouvoir agir sur les émotions qui créent des situations de stress. En ce sens, j'avais mentionné plutôt que on passe de l'individuel vers le collectif et on retourne vers l'individu. Ensuite, de savoir aussi si le rituel n'a pas une portée thérapeutique. Je travaille présentement dans un centre de soins de santé et je conduis une recherche sur la place des rituels dans les soins palliatifs. Et donc, depuis une année peut-être, j'ai commencé à me poser la question de savoir est-ce que le rituel pourrait être institutionnalisé mais de façon bénéfique, c'est-à-dire avoir une part dans les institutions de soins de santé, dans les soins palliatifs par exemple, et être utilisé afin de permettre les différents éléments que j'ai mentionnés ici, qui qualifient là, le radical, c'est-à-dire permettre premièrement l'expression d'une émotion qui est très intense, un partage émotif, et pour reprendre là, des concepts développés par Augusto Boal et son théâtre de thérapie, permettre de mettre en scène même au sein de collectivités ces émotions qui sont partagées et de se situer d'une certaine façon à l'extérieur des interactions sociales de la vie de tous les jours afin de relever les rôles et les statuts et de permettre aux gens d'agir sur ces mêmes statuts à travers, bien sûr, les émotions et donc de pallier à des situations de dépression, des situations de stress de la vie quotidienne. Donc, voilà. Ça, c'est les références utilisées. Et discuter, je peux répondre à vos questions aussi. Merci beaucoup. Merci. C'était fascinant. Merci beaucoup. Donc oui, on a une bonne période de questions, commentaires, interactions. Allez-y, la parole est à vous. Si vous avez... Moi, j'ai même une question. Oui. Est-ce que tu veux essayer de faire un rapprochement entre la lamentation et la manifestation pour ta thèse? C'est ton niveau... Pour ma thèse, je crois pas, non. Okay. Mais je m'intéresse aux pratiques rituelles et je m'intéresse beaucoup aux pratiques rituelles, comme je mentionnais, qui sont réactualisées, donc qui sont présentes aussi dans la vie de tous les jours. Les nouveaux rites, et quelle est la place de l'expression émotive dans ces nouveaux rites? Parce que, d'une certaine façon, les chants de lamentation, bon, on ne les retrouve pas ici, vraiment. Et comme il y a une certaine séparation du point de vue de la laïcité de la société avec certains rites, par exemple les rites funéraires, on voit l'émergence de nouveaux rites, de rites qui sont recomposés à partir de fragments d'anciens rites, et de nouvelles influences, mais qui cherchent à remplir essentiellement les mêmes fonctions que les rites traditionnels. Donc, je m'intéresse à savoir, à l'intérieur de ces nouveaux rites-là, et la manifestation pour moi, c'en est un, quelle est la place de l'expression émotive? Quelles sont les fonctions auxquelles le rite essaie de répondre? Donc, quelles sont les fonctions rituelles de cette chasse? Je te posais cette question-là parce que j'ai l'impression que, en fait, dans certaines situations, on pourrait retrouver, en tout cas dans certains pays, la lamentation et la manifestation prises ensemble. Ouais. Et je te demandais si tu pensais faire ta thèse là-dessus, parce qu'à ce moment-là, ça aurait été un bel objet de voir, par exemple, en Palestine ou dans certains pays du Moyen-Orient, comment la lamentation de certains corps de martyrs sont en même temps le lieu de manifestation, et là, il y a une convergence d'affects où tout se lie finalement, où en fait, ça pourrait venir exemplifier ce que tu essaies de présenter par rapport à la radicalité de l'affect. Exact. Je me demandais aussi, est-ce qu'on a, en tout cas pour ce qui est du Brésil, est-ce qu'on sait pourquoi ces manifestations-là sont de lamentation sont mal vues? Est-ce qu'elles sont mal vues par les hommes des villages? Parce que je pense qu'Effie a lu aussi Les mères en deuil de Nicole Laureau. Okay. Elle est anthropologue helléniste. Elle appartient à la communauté des anthropologues hellénistes
tels que, bon, c'est Nicole Leroux, il y a Vernant. Jean-Pierre Vernant, qui d'autre? Je me souviens Je me souviens plus, mais on peut s'écrire, j'ai Mais les son références. idée à elle, c'était vraiment, en fait, elle essaie d'expliquer comment, dans certaines périodes de la Grèce antique, les femmes n'avaient pas le droit de suivre la procession de leur mort jusqu'au cimetière et ne pouvaient rester au cimetière une fois arrivées plus tard et seules, séparées des hommes, que pour un certain temps, parce qu'on avait peur que le pathos des femmes entache la cité et contamine de leur folie, l'ordre de la police, en fait. Et je me demande si, au Brésil, aujourd'hui, il y a ce rapport du genre sexuel, en fait, du genre. De la mère aussi. De la mère. De la mère endeuillée. De la mère endeuillée qui semble revenir. Il y a plusieurs éléments là-dedans. J'en ai pas beaucoup parlé parce que ça soulève plusieurs trucs. Le premier, il y a une grosse division, séparation dans les genres, dans la communauté où j'ai travaillé. À travers les tâches qui sont effectuées, entre autres, mais à l'intérieur des rituels, là, ça devient très, très, très marqué. Donc, au centre du village, il y a la maison des hommes, donc, qui est organisée de façon circulaire, et au centre, on a la maison des hommes. Sur le pourtour, une des maisons, c'est la maison des femmes. Et lors des périodes rituelles, les hommes se rassemblent, les femmes se rassemblent, et c'est impossible à concevoir qu'un homme irait dans la maison des femmes ou une femme dans la maison des hommes. Donc, d'une part, il y a cet élément. C'est pratiqué surtout par les femmes, le chant de lamentation, parce qu'il est enseigné surtout aux femmes. Mais on l'a enseigné à moi aussi. Les hommes ne participent pas au chant. Bon, en tout cas, ils y participent de façon plutôt, on pourrait qualifier de rhétorique. Là. Ils sont souvent là, un peu à l'écart, mais ils sont présents. Ils ne vont pas se mettre à chanter parce qu'ils n'ont jamais appris à faire le chant. Il semble que la division des genres soit si importante à l'intérieur du rituel que ce ne serait pas possible pour un homme de la communauté de le faire. Au niveau de la stigmatisation, cependant, je parlais surtout de la vision des Brésiliens qui viennent travailler dans la communauté. Donc, c'est une communauté qui a été colonisée, qui est entrée en contact donc, avec des colonisateurs protestants, qui ont d'ailleurs une église protestante dans le village. Et qui voit d'un très mauvais œil les chants de lamentation. Vanessa Lee, avec qui j'ai discuté, me parlait que chez les Kayapos, entre autres, cette autoflagellation, c'était des pratiques très intenses, qui consistaient entre autres en deux choses, se frapper la tête avec une machette, comme on fait dans les lamentations chiites, ou encore se projeter violemment vers l'arrière et frapper le sol. Et puis donc, ces pratiques-là étaient vues comme étant beaucoup trop intenses. Ils ne comprenaient pas toute la symbolique qu'il y avait derrière. Donc, ils faisaient des commentaires, par exemple. Et peu à peu, bon, ils ont été moins pratiqués. Mais même le chant de lamentation aujourd'hui, de se lamenter, de performer le chant, semble, à leurs yeux, j'imagine, sans qu'ils se joignent vraiment au rituel. Et moi, pendant tout le terrain de 2 mois que j'ai réalisé dans la communauté, je participais à tous les rituels. Et j'ai jamais vu les travailleurs brésiliens qui étaient dans le village venir participer ou s'intéresser vraiment au rituel. Donc je crois que pour eux, sans vouloir porter un jugement, certaines pratiques de ce type sont vues à l'extérieur du contexte symbolique. Et donc il y a une stigmatisation qui existe à travers certains commentaires qui vont être faits, par exemple. Certaines danses qui sont pratiquées. Donc ça ne touche pas juste le chant de lamentation, ça touche plusieurs autres pratiques traditionnelles qui sont tout de même pratiquées, mais avec beaucoup moins d'assiduité que par le passé. Même chose pour les plus jeunes membres de la communauté qui vont de plus en plus en ville, et ce, à un âge beaucoup plus jeune, et donc qui font face à un tout autre monde à l'extérieur de la communauté, qui reviennent souvent pendant l'été ou lors des grands rituels, et qui vont participer à certains rituels, mais vont décider de ne pas participer à certains autres rituels par conviction personnelle. Donc, il y a un effet ici de stigmatisation à plusieurs degrés. Ils font en sorte qu'il y a des pratiques comme le chant de lamentation, qui lui-même peut devenir assez intense. On se demande si cette intensité-là ne va pas diminuer, s'amoindrir à cause de certaines perceptions. Est-ce que tu
par intensité, est-ce que tu veux dire le nombre de personnes qui participent ou moi je pensais à une des différences entre la manifestation et peut-être le chant de lamentation, c'est l'effet du mob dans la manifestation. C'est souvent on va dire ok, il y avait 200 000 personnes. Le chiffre est vraiment important quand on repense à la manif. Donc est-ce que c'est aussi parce que tantôt la madame elle était seule devant l'avion. Est-ce que c'est sûr que c'est des plus petits villages, j'imagine, mais est-ce que le nombre a aussi une importance dans le chant rituel? Oui, il y a une importance, mais ça va être rare de voir plusieurs femmes se lamenter. On va voir par exemple, plus que j'ai vu, c'est peut-être 8 ou 9 femmes en même temps. C'est tout de même impressionnant. Parce que d'une part, il y a l'élément de compétence. Donc, c'est pas toutes les femmes qui sont jugées compétentes à faire le chant parce qu'il est enseigné, première des choses. Deuxièmement, parce que le chant, quand il est pratiqué, il est pratiqué à travers l'expérience personnelle. Donc, plus le rapport avec l'âge peut être. La corrélation existe du fait que plus une femme, par exemple, va avoir perdu d'enfants, plus elle va être apte à performer le chant, finalement. Donc, il y a une certaine corrélation dans ce sens-là. Donc, l'intensité dépend du nombre, mais dépend aussi de la performance. Je parle de performance, je suis loin du théâtre, mais c'est de voir le rituel comme étant une performance. Donc, la performance est aussi liée donc, à l'intensité des membres qui en font partie. C'est sûr que pour la manifestation, on pense surtout en termes de nombre. Hein. Ce nombre-là varie souvent selon les manifestants qui donnent un nombre, et les médias qui en donnent un nombre, puis ensuite il y a le gouvernement qui en donne un nombre, puis on fait un peu une moyenne de tout ça. Pour le chant de lamentation, donc il y a un effet du nombre, mais je pense qu'il y a un effet aussi du chant dans son essence, c'est-à-dire pourquoi on chante. Si on chante parce que les hommes reviennent de la chasse, par exemple, le chant va être un peu moins intense, parce que ils les ont manqués, mais bon, ils sont de retour maintenant. Lorsque c'est un deuil, c'est beaucoup plus intense, et ce chant-là va souvent être répété plusieurs fois. Donc souvent, une femme va recommencer à pratiquer le chant à plusieurs reprises après avoir vécu le deuil. C'est aussi une façon, comme je le mentionnais, d'une sorte de commémoration. Donc l'intensité dépend un peu de ces deux facteurs-là. Donc ce serait vraiment par la voix, c'est vraiment le chant comme tel, plus que le corps, je dirais, par les costumes, comme tu parlais pour la manifestation, ou les pancartes. Donc l'espace du corps. Les mouvements, le chant. C'est beaucoup axé sur la voix. Parce que les mouvements, bon, il n'y a pas de... Parce que moi, j'ai pas été témoin d'autoflagellation, peut-être parce que j'étais présent, mais peut-être aussi parce que c'est une pratique qui n'existe plus chez les Chiquelines. Mais, bon, les mouvements du corps sont souvent, donc, d'une certaine façon, théâtraux, là. On pleurait dans le bras, on prend dans la main, on s'accote. Est-ce que ça suit un peu la rythmique du chant qu'on... Oui. Okay. Donc quand il y a la répétition, dans le fond, quand je l'indiquais, c'est là que on pleure, finalement. Okay. Là, on se met à pleurer. Je me demandais, c'est quelque chose dont tu as parlé à la fin de ton exposé, la thérapeutisation de la lamentation. Est-ce que... Qu'est-ce que tu avais en tête exactement? Comme un genre d'institutionnalisation de la lamentation comme pratique thérapeutique qui serait généralisée ou pratiquée? Ben, pas seulement de la lamentation, mais du moins je me posais la question... C'est ça, je me posais la question de est-ce qu'on peut utiliser, premièrement, quelle est la place des rituels dans les milieux institutionnels, entre autres dans les milieux institutionnels de soins de santé. Ça, c'est une première question sur laquelle je travaille en ce moment. Donc, c'est premièrement voir quelle est la place des rituels, parce que, bon, comme il y a certains interculturalismes aussi à l'intérieur des institutions, il y a plusieurs types de rituels. Mais c'est de comprendre aussi, à l'intérieur donc, de cette vision-là, que finalement, souvent, plusieurs rituels pratiqués à l'intérieur des institutions ne sont pas facilement pratiqués. Est-ce qu'il serait possible de créer des bases institutionnelles donc, qui permettent d'intégrer le rituel, un rituel qui serait, disons, élargi, qui permettrait de pallier à des situations comme par exemple l'enlèvement ou des situations d'enlèvement? Quelque chose qui, à mon sens, d'après mes observations, n'est pas trop présent, par exemple, à l'intérieur des soins palliatifs. Du moment où la personne décède, ben, on libère, puis on passe à l'autre, et puis finalement, on travaille pour offrir des soins de confort, des soins de vie, mais
on n'offre pas finalement d'autres types de soins pour les personnes qui vivent avec ces phénomènes. Donc, la part du rituel se situerait beaucoup dans cette visée-là. Ouais. Ben, parce que c'est intéressant, mais c'est super problématique parce qu'en même temps, ouais, puis c'est un bon exemple parce que je me dis, est-ce que justement si effet thérapeutique il y a, est-ce qu'il vient pas du fait justement que c'est en dehors de l'institut, c'est-à-dire que dans son désordre justement, dans son effet de désordre, de fête, mais au sens de jaillissement, oui, d'excès exactement, puis là, ben, je comprends que c'est peut-être, je veux dire, si vous essayez de donner un sens plus positif à l'émotion radicale, ça rentre peut-être pas dans... Je pense que j'ai un peu de mal avec... je dis c'est super intéressant, mais je pense que j'ai un peu de mal avec la notion de sens positif du radical. Mais c'est peut-être pas nécessairement... non, mais je vais vous dire, non. Alors, moi, je l'ai compris. Ben, comment je l'ai compris, tu me diras si c'est plutôt qu'il n'y a pas de place aujourd'hui pour faire le deuil. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ritualisation du deuil dans les pays occidentaux tel qu'il existait il y a moins de 50 ans, ou peut-être un peu plus. En fait, moi, ma question, c'est peut-être lié. J'avais une autre question. Moi, je travaille beaucoup sur le deuil en littérature. J'ai l'impression que certains textes littéraires sont devenus un peu les bastions de ce que serait la lamentation chez certains peuples, en fait. Et comment, justement, le deuil, en tout cas chez Philippe Forest, chez Camille Laurent, chez Annie Ernaux, où il y a beaucoup de critiques du système médical, de ces gens qui ont vécu des deuils, surtout d'enfants. Le livre devient ce lieu où peut avoir lieu le deuil non fait dans la société. Mais en fait, ma question, c'est peut-être, en tant qu'anthropologue, c'est quoi tu vois, j'ai l'impression que la littérature, une certaine littérature du deuil, c'est un peu la poubelle de ce qu'on ne veut pas qu'il y ait lieu. Et s'il n'y a pas d'autres lieux comme ça, culturels ou non, où est sauvegardé un peu de cet excès, en fait. Survivre, en fait. Ou survivre les rituels Je sais pas si qui ont lieu dans l'espace public, mais qui sont en même temps écartés de l'espace public, dans l'espace privé. Et c'est d'ailleurs, d'un point de vue terminologique, moi je n'utiliserais pas le mot social et collectif, mais privé et public. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre du privé et du public. Et la référence que j'avais oubliée, je me suis souvenue, c'est Florence Dupont. Florence Dupont. Je sais pas si vous avez... Je sais pas si vous... Peut-être en écologie, vous avez vu les films de Jean Rouch, les travaux de Jean Rouch sur la possession. C'est parce que ça me fait penser à la les maîtres fous. Ouais, exactement. C'est parce que je pensais à la fin. C'est parce que ce que vous avez dit, ça m'a vraiment fait penser à la fin des maîtres fous. Ouais. Qui parle de thérapie. Ouais, mais tu sais, c'est très énigmatique, il finit comme ça. Puis il n'a pas trop son idée. Ouais, puis il dit, tu sais, c'est très. Où on les revoit dans leur vie. Quotidienne, il dit peut-être qu'ils ont trouvé un remède, parce que c'est des crises de possession, aux hommes de l'Occident, si on veut, puis je trouve que ça rejoint un peu votre idée, mais ouais, c'est ça, ça me faisait penser. C'est pour ça que, tu sais, là-dedans, il y a quelque chose de très sauvage, justement, de très anti-institutionnel, en plus géographiquement, tu sais, que puis là, ben, c'est carrément sectaire, mais je veux dire, je sais pas, je pense que, mais tu sais, c'est... mais je comprends. J'essaie de reprendre en note. Il n'y avait pas nécessairement de... Non, mais c'est bon. Mais j'aurais pas peut-être un peu dans le désordre, si jamais j'oublie des trucs pour me le mentionner. Concernant la littérature, finalement, comme étant un peu la poubelle, les expressions, c'est ça. Mais en fait, c'est un très bon commentaire, parce que j'ai l'impression que dans l'Occident, on est peut-être en période de transition par rapport à certains types de rites. Par exemple, je parle en particulier des rites funéraires qui sont en redéfinition. Puis il suffit de voir, par exemple, la multiplicité de nouveaux rites funéraires qui sont loin d'être des rites traditionnels, mais qui incorporent souvent des éléments de d'autres cultures. Donc, il y a une volonté ici de redéfinir le rite. Donc. Et puis, tout ça passe aussi beaucoup par les arts. Donc là, ça rejoint peut-être un peu l'idée de privé et de public. Donc,
Comment rendre public, par exemple, une certaine expression. Il y a quand même l'importance du privé. Finalement, on vit avec ça dans la vie de tous les jours, mais comment au moins réussir à l'exprimer de façon effective? Comment la rendre accessible? Comment la partager avec les gens? Il semble que, finalement, à travers cette redéfinition des beaux rites, peut-être l'absence de canaux effectifs à travers de ce qu'on connaissait finalement, parce que les rites, par exemple les grands rites funéraires, faisaient partie d'une institution, si on veut. L'incitation de la société fait en sorte que finalement, là, il y a comme une perte un peu, on ne sait pas où exactement on se trouve. Donc, je crois que les arts, c'est quelque chose vers lequel instinctivement on se tourne pour exprimer quelque chose individuellement. Le rendre accessible, mais le rendre accessible finalement à travers une interprétation qui peut souvent donner un autre sens. Et tant mieux si quelqu'un peut lire une œuvre sur le deuil, une peinture sur le deuil, et trouver cette réflexion. Mais il semble qu'ici, on se sépare un peu du rite, par exemple. Puis le sens qui est donné peut varier de l'individu à l'autre. Mais j'ai l'impression que parce qu'il n'y a pas de rite, que le livre devient lui-même. Parce que les auteurs dont je parle, en fait, comme ça m'a beaucoup intéressé que tu dises que les femmes qui se lamentent répètent incessamment leur lamentation. Et chez Philippe Forest, comme chez Annie Ernaux, comme chez Camille Laurence, le même deuil se répète de livre à l'autre. Je pense qu'Annie Ernaux disait, bon, c'est sur sa mère, il y a une procession, un service funéraire. Elle dit, j'aurais voulu que ça continue infiniment. Mais on sait bien que ça ne peut pas avoir lieu, et c'est vraiment le livre, en fait, qui vient donner place à quelque chose qui ne peut pas avoir lieu. C'est la même chose pour les larmes. Je pense au 19e siècle, les hommes politiques en France pleuraient, c'était une forme de sincérité au Parlement quand on pleurait, et maintenant c'est impossible de faire ça en public. Donc j'ai l'impression que... Ouais. Puis Vaillancourt aussi, il pleurait un petit peu. Vaillancourt. Hillary Clinton à la version il faut se méfier de la lamentation des hommes politiques. C'est une performance, mais très très exagérée. Donc ça c'est intéressant, la place des arts à l'intérieur, et les arts versus les rites, donc comment comprendre le rapport complexe, c'est une question... Mais est-ce que toi t'en vois d'autres en Occident, d'autres endroits où apparaissent ce qui serait interdit, sinon publiquement? C'est ça plutôt ma question, est-ce qu'il y a d'autres choses que la littérature, parce que moi c'est ce que je connais, mais est-ce que ça apparaît, est-ce qu'il y a des soupapes autres? Je pense, bon, dans les nouveaux rites, il faut comprendre plusieurs éléments aussi. Là. Donc, là-dedans, on peut voir certains groupes d'intérêt ou des groupes de thérapie, par exemple, ou des nouveaux genres de groupes de thérapie. Les arts, dans l'ensemble, je pense qu'on retrouve finalement, comme il n'y a pas de rite précis, mais je ne dis pas qu'il faudrait qu'il y ait un rite institutionnalisé qui ait la fonction de permettre une expression et un partage. Je dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Mais sinon, ça se lance un peu partout, donc à travers les arts, à travers toute la littérature qu'il y a eu sur des nouveaux rites, que ce soit des trucs plus mainstream ou encore des rassemblements plus underground, des performances par exemple underground. Donc là-dedans, je pense qu'on trouve plusieurs pistes là, pour cette expression-là qui essaie de trouver une façon là, de se réaliser. Mais justement, entre ce qu'on va appeler un rassemblement ou des rencontres hebdomadaires, puis l'appellation de rite, qu'est-ce qui fait que ça devient un rite? Comment est-ce qu'on le... Ça va être la durée dans le temps, ça va être la répétition, justement, toujours du même... Bon, j'ai juste pattern dans la tête, là, mais du même... comment est-ce qu'on pourrait... C'est une bonne question. Définir le rite, c'est pas nécessairement simple, parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Premièrement, je pense que le collectif, le rassemblement, est un des éléments caractéristiques du rite. Moi, je suis un partisan de Victor Turner, donc l'émotion, la présence d'émotion, la présence de performance, et la présence d'une symbolique, pour reprendre donc, les travaux et les idées de Clifford Geertz, donc une symbolique propre au rituel. Donc, Victor Turner disait d'ailleurs que le rituel, c'était la performance de certaines actions symboliques.
Donc, on va reprendre certains actes d'une fois à l'autre, on va reprononcer certaines paroles particulières, il y a des symboles qui vont devoir être présents. Par exemple, dans les maîtres fous, on en voit plusieurs, hein, cette symbolique de recréer finalement la société à l'intérieur de laquelle on vit et d'agir directement, de la contrôler finalement et d'expulser d'une part tout ce qu'on peut ressentir par rapport à cette société dans laquelle on vit, puis d'autre part de pouvoir ressortir de là en ayant un nouveau rôle, un nouveau statut, sans que finalement, socialement, du moins, les membres extérieurs au rite puissent comprendre le changement qui s'est orchestré. Ce sont des éléments du rituel. Un autre élément, je crois, qui est essentiel aussi, c'est de comprendre le rituel comme étant quelque chose qui cherche à replacer un certain équilibre. Donc, on entre en période rituelle parce qu'il y a un stress, il y a une discontinuité, il y a un événement sur lequel on veut agir. Le rituel va servir à pallier à ce manque ou à cet événement-là particulier. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut créer de nouveaux rituels. Donc, on peut en créer. Mais finalement, se lever le matin à 9 h tous les matins, puis se brosser les dents en groupe de 10 personnes pendant 10 ans, est-ce que ça devient un rituel? Bon, je ne sais pas si ça rentrerait dans le schéma d'analyse. Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense que ce serait des éléments, mais ouais, on peut comprendre plusieurs pratiques comme étant des rituels, définitivement. Ouais. Donc, définir le rituel d'un cadre théorique à l'autre peut varier beaucoup. Ouais. J'avais aussi noté. Ben, c'est une bonne distinction, le privé et le public. C'est intéressant. Ouais. La seule question que je me posais par rapport à ça, c'est que j'aime beaucoup aussi garder l'idée de... Ben, je vais peut-être incorporer ça, privé et public, mais j'aime beaucoup l'idée aussi d'individuel et collectif tout de même. Donc l'individualité à l'intérieur de la collectivité et à l'extérieur de la collectivité. Donc finalement, cette idée que finalement, on entrerait par exemple dans un rituel pour des raisons individuelles. À l'intérieur du rituel, finalement, ces raisons individuelles-là deviennent comme un amalgame et créent une unité finalement, un corps complexe. Et puis à la fin du rituel, on réintègre un état d'individu. Donc il y aurait vraiment ce passage-là. En fait, ouais. Mais le privé et le public aussi est intéressant parce que là, on se situe beaucoup dans l'expression, je crois, émotive, on se situe beaucoup dans l'expression artistique. Donc, qu'est-ce que l'on manifeste de façon publique, qu'est-ce que l'on manifeste de façon privée, pour quelles raisons? Est-ce que le rituel permet d'exprimer de façon publique des choses qui sont avant tout privées? Est-ce que donc ça permet ce mouvement-là? Ça, c'est intéressant. Comment est-ce que la frontière entre le privé et le public peut être poreuse, justement? Exactement. Le deuil, parce qu'on parlait du deuil tantôt, c'est quelque chose que tout le monde vit à un moment ou à un autre, mais qui est quand même extrêmement privé, mais qu'on ne veut peut-être pas nécessairement voir dans le public. Mais c'est ça, c'était pas le cas avant. Vu que maintenant, publiquement, un certain type de deuil est devenu quasiment pathologique, ça rend les gens extrêmement mal à l'aise. On essaie de recréer certains rituels de manière privée pour pouvoir finalement, j'ai le mot exorciser, mais c'est pas exactement ça, mais pour qu'il y ait un effet cathartique. En fait. Exactement. Puis il y a cette idée que le rituel est censé justement agir sur ce sentiment-là. Par exemple, il est censé, finalement, on fait une cérémonie, puis à la fin de la cérémonie, on est censé accepter le fait que la personne a quitté, mais c'est pas le cas finalement, parce que bon, certains individus peuvent y trouver leur compte, mais plusieurs autres, au terme de certains rites, vont tout de même vivre avec ça. Le chant de lamentation, finalement, c'est pas un rituel qui arrive une fois par année, là, il est ponctuel, il arrive à chaque moment, à chaque fois qu'une femme a besoin de l'exprimer. Donc c'est une plateforme qui est dressée momentanément, puis tout à coup on crée le rituel, on entre et on en ressort. Et donc ça permet d'exprimer, un peu comme les maîtres fous de Jean Rouch, c'est un excellent exemple. Donc ce rassemblement à l'extérieur, dans la forêt, et puis la recréation d'un nouvel univers qui reprend donc des rôles des gens qui habitent dans la société, mais plusieurs autres rôles symboliques de colons qui ont habité, puis donc d'incarner ces personnages-là, puis de marquer finalement
il y a cette idée aussi de purification, de marquer l'interdit, hein, quand ils tuent le chien, finalement de montrer qu'ils sont plus des hommes, qui sont habités par des haukas, donc qui sont habités par des esprits, et puis qui sont loin d'incarner ceux qu'ils sont dans la vie de tous les jours. Et donc ils en ressortent purifiés, d'une certaine façon, purifiés des gestes qu'ils peuvent avoir commis, et purifiés aussi à travers une expression, un relâchement total. Donc, ça finit un peu de façon énigmatique parce qu'il lance l'idée, là, comme ça, un peu à la va-vite, que peut-être que le rituel, finalement, a une portée thérapeutique, mais nous, on ne sait pas trop dans l'Ouest. Peut-être qu'ils ont la clé. Mais bon,